Bonjour à tous, je vais aujourd'hui vous présenter cette introduction de cours, donc éléments de statistique pour le décryptage des articles scientifiques. Quels sont les principes importants de la méthode statistique? Ils sont peu nombreux mais excessivement importants. La première est de faire la différence entre un échantillon et une population. Cet élément est fondamental pour la compréhension des tests statistiques que vous allez utiliser lors de vos expérimentations scientifiques. En effet, une population est un ensemble d'individus partageant une ou plusieurs caractéristiques qui servent à les regrouper. Par exemple, la population belge qui représente à peu près 11 millions d'individus ou la population française de près de 65 millions d'individus. Dans cette population que je viens de définir, nous pouvons en extraire un échantillon, sample en anglais, qui est un ensemble d'individus extraits, comme je viens de le dire, d'une population étudiée de manière à ce qu'il soit représentatif de cette population. Par exemple, nous pourrions parler de la population des étudiants de Condorcet à Tournai en prenant une classe de BK1, groupe A, qui serait un échantillon de la population des étudiants de kinésithérapie de l'école Condorcet à Tournai. Un autre exemple. Prenons ici ce pêcheur au lac Rose à Dakar qui jette son filet dans cet étang, dans ce lac, pour y pêcher quelques poissons. Nous voyons la population imaginaire de poissons et nous pouvons bien comprendre que la place du filet dans ce lac va extraire un échantillon de la population. La question fondamentale que nous devons nous poser est de savoir si cet échantillon est représentatif de la population cible. Dans l'exemple présenté ici, nous voyons bien que non. L'exemple numéro 2 est le rassemblement, par exemple, place du Vatican. Si nous extrayons deux échantillons au hasard, que vous voyez sur la gauche, nous pouvons nous poser la question à savoir si ces deux échantillons sont-ils représentatifs de la population cible, en l'occurrence ici qui serait la population présente sur la place du Vatican à une date donnée. Le principe numéro 2 en statistique, qui est aussi important que le premier, est que lorsque vous comparez deux moyennes ou deux proportions qui vont être issues d'une expérience de laboratoire, vous observerez toujours une différence entre elles. Un exemple, effectuez deux séries de 10 lancers de pierre dans les mêmes conditions, au même endroit. Eh bien, vous constaterez que ces deux séries de lancers ne feront pas tomber la pierre exactement à la même distance de votre point de lancer. Vous êtes donc dans les mêmes conditions d'expérimentation, mais les deux séries de lancers vous donneront des résultats différents. Le troisième principe des tests statistiques, qui n'est pas des moindres, ce sont les fluctuations d'échantillonnage. C'est certainement la situation la plus embêtante des tests statistiques et des expérimentations scientifiques. En fait, lorsque vous observez une différence, cette différence peut être simplement due au hasard, à cause d'un phénomène qu'on appelle les fluctuations d'échantillonnage. Ces fluctuations sont totalement inévitables et aucune méthode ne pourra les faire disparaître. Comme on voit ici dans cet exemple, donc entre l'exemple A et l'exemple B, eh bien nous voyons que dans l'exemple A, les deux échantillons que nous obtenons par piochage dans une même population vont donner deux échantillons tout à fait différents. Pourtant, ces deux échantillons provenant de la population A proviennent d'une même population. Ces deux échantillons sont fort différents. Dans l'exemple B, les deux échantillons obtenus de deux populations différentes vont donner des échantillons fort semblables. Or, ces deux échantillons fort semblables sont issus de deux populations totalement différentes. Ainsi, quelles que soient les mesures que vous effectuerez, vous constaterez toujours une différence entre elles. Donc, avant de vous précipiter vers la mauvaise conclusion, il sera donc indispensable de calculer la fiabilité de vos moyennes, c'est-à-dire à savoir si elles sont exactes par rapport à la véritable mesure effectuée, en calculant un intervalle de confiance. Eh bien, l'usage statistique est le seul moyen connu actuellement afin de vérifier si les différences observées entre deux moyennes ou proportions sont réellement différentes. Et c'est pour cela que les statisticiens utilisent l'expression « différence statistiquement significative » et l'expression « différence statistiquement non significative ».
Quelles sont les notions indispensables pour la compréhension des tests statistiques? Eh bien, ils sont énumérés ici, donc la moyenne, la médiane, la moyenne pondérée, la variance, l'écart type d'une population, celle d'un échantillon, l'erreur standard, les intervalles de confiance et enfin la p-value. Pour commencer, examinons ce qu'est une moyenne. En fait, cette moyenne qui vous est fort familière est en réalité une notion qu'il faut utiliser avec une grande prudence. Et je vais vous expliquer pourquoi les scientifiques n'utilisent jamais une moyenne toute seule. En fait, la moyenne est ce que nous appelons cette fausse bonne amie que nous avons nommé le phénomène Bill Gates. Qu'est-ce que c'est que ce phénomène? Prenons un exemple de ces 5 personnes ici donc identifiées concernant leur salaire mensuel. Eh bien, si nous prenons la moyenne du salaire mensuel de ces 5 personnes identifiées, nous obtenons un salaire moyen de 453 €. Si Bill Gates avait été compris dans le calcul, le salaire mensuel moyen deviendrait donc de ces 6 personnes un salaire moyen de 79 917 € par mois, puisque le salaire de Bill Gates, estimé ici à 477 000 € plus ou moins, viendrait s'ajouter aux 5 autres salaires. Donc, nous pouvons nous poser la question si 79 917 € est une moyenne représentative de la réalité des 6 salaires présentés sur cette diapositive. Nous comprenons donc que cette moyenne est très sensible aux valeurs extrêmes. La médiane. Alors, la médiane est une deuxième notion très importante qui semble proche de la moyenne et pourtant qui ne l'est pas. La médiane d'un ensemble de valeurs est une valeur x qui permet de couper l'ensemble des valeurs classées en ordre croissant en 2 parties égales. L'exemple en bas à droite de la sternotomie médiane dit bien que le chirurgien qui effectue une sternotomie médiane effectue bien donc une coupe séparant le thorax en 2 parties égales. Pour des valeurs, cela correspond à mettre d'un côté une moitié des valeurs qui sont toutes inférieures ou égales à une valeur x, la valeur médiane, et de l'autre côté, l'autre moitié des valeurs qui sont toutes supérieures ou égales à x, qui est la médiane. Dans l'exemple numéro 1, pour 1, 2, 3, 4, 5, eh bien 3 représente la médiane car il sépare bien les données en 2 parties. S'il s'agit d'un nombre impair, pour l'exemple numéro 2, où nous avons un nombre pair, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eh bien la médiane est égale à 3 plus 4, qui est égal à 7 divisé en 2, donne une valeur médiane de 3,5. Pour les doigts, eh bien le majeur est bien la médiane, c'est-à-dire que le doigt le majeur va séparer les doigts de la main en 2 parties égales. Voici ici un exemple numéro 3 que vous exercerez pour retrouver la valeur médiane. Un exemple numéro 4, un peu plus astreignant. Et dans l'exemple précédent, si nous avions calculé la médiane du salaire au lieu de la moyenne, eh bien le salaire médian des 6 personnes identifiées aurait été de 560 € au lieu d'une moyenne de 79 917 €. On voit quand même la différence. Et donc, la médiane, égale à 560 € médiane des salaires identifiés, va donc être beaucoup plus relative à la réalité, et c'est pour ça que nous devons conclure que la médiane est moins sensible aux valeurs extrêmes. Elle est donc un outil intéressant en méthode statistique lorsque les données sont réparties de façon, dirons-nous, non paramétrique. La moyenne pondérée. La moyenne pondérée est une notion assez simple, qui est la moyenne d'un nombre de valeurs associées à des coefficients. Donc nous avons ici des valeurs 105, 15, 211, etc. Et des coefficients donc d'importance pour chaque valeur, un peu comme un bulletin avec des cours qui auraient plus d'importance que d'autres. La moyenne pondérée est assez simple à calculer. Je vous ai fait le calcul donc de 105 fois le coefficient de 2, additionné à 15 fois le coefficient de 10, etc. Le tout divisé par l'addition de tous les coefficients, ici égaux à 21, qui donne une valeur de 95,10 de moyenne pondérée. Notion beaucoup plus statistique, la notion de variance. Cette notion de variance est très importante et, je pense, essentielle dans la compréhension de la statistique. La variance
est dérivé du mot variabilité. Prenons un exemple. La variabilité de la poussée des ongles. Eh bien, si nous prenons les ongles des mains qui poussent au rythme approximatif d'un demi-millimètre par jour, il ne s'agit que d'une moyenne. Elle est fiable, car la plupart des individus se situent immédiatement aux alentours de ce chiffre. En fait, les ongles ont une poussée moyenne avec une petite variance, parce que personne n'a d'ongles poussant de 1 cm par jour. Au contraire, si les données sont largement dispersées, alors leur moyenne donne une assez mauvaise idée des données car ils présentent une grande variance. Le cas extrême étant représenté par le poids moyen des mammifères terrestres. Eh bien, saviez-vous que le poids moyen des mammifères terrestres adultes doit se situer aux environs de 1 kg et peut-être probablement moins. Pourquoi ? Parce que cette moyenne est accompagnée d'une grande variance. La moyenne de 1 kg est obtenue car la masse d'un mammifère adulte se situe quelque part entre les 2 grammes de la musaraigne et les 150 tonnes de la baleine bleue. Il se trouve que parmi les quelques milliers d'espèces de mammifères, il y a beaucoup d'espèces de petite taille, des rongeurs en particulier, ce qui fait que le poids moyen d'une espèce de mammifère est faible, aux alentours de 1 kg. Un exemple numéro 2. Prenons la route des vacances. 3 voitures A, B et C, vont effectuer le trajet Tournai-Marseille que j'ai estimé ici à plus ou moins 1000 km. Et ce, sur une durée de 10 heures. Donc, les 3 voitures ont effectué le trajet avec une vitesse moyenne de 100 km par heure. Posons-nous la question, ces 3 voitures ont-elles roulé de façon identique ? La réponse est que vous n'en savez rien, ni vous ni moi. Mais pourquoi ? Observons les vitesses effectuées par les 3 voitures sur ce trajet qui ont toutes roulé avec une vitesse moyenne de 100 km par heure. Les vitesses moyennes de ces 3 voitures sont identiques, mais pas les variances. Si nous regardons le tableau à gauche, donc sur le trajet de 600 minutes, soit 10 heures, nous voyons la variabilité de la voiture A comparée à la voiture B comparée à la voiture C. Et la variabilité de ces 3 voitures montre qu'il y en a une, notamment la voiture B, qui a roulé de façon plus ou moins constante, aux alentours de 100 km à l'heure, alors que la voiture A et la voiture C ont eu des variations de vitesse très importantes durant tout le trajet. Qu'est-ce que c'est que cette variance ? La variance est une moyenne particulière. Elle paraît compliquée, mais en fait elle est très simple. C'est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne des données. Ça ne vous dit rien et je comprends tout à fait. En fait, la variance se définit comme l'étude de la variabilité des données autour de la moyenne. Ce n'est pas du tout une formule compliquée, mais nous allons l'expliquer au fur et à mesure. Prenons ici un graphique XY, la moyenne en rouge, et 4 valeurs qui sont réparties autour de la moyenne. Donc des valeurs positives au-dessus et des valeurs négatives. Ces points sont les écarts par rapport à la moyenne. Si nous élevons ces différences au carré, les valeurs deviennent positives. Et si je fais la moyenne de ces différences, j'obtiens la variance, c'est-à-dire la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Donc, sigma carré qui est égal à la valeur x moins la moyenne élevée au carré, plus la valeur x2 moins la moyenne élevée au carré, etc., jusqu'à diviser l'ensemble par le nombre de valeurs, ce qui montre bien que la variance est bien une moyenne de la variabilité des données autour de la moyenne. L'écart type d'une population est simplement la racine carrée de la variance S carré. Mais attention, lorsque vous faites S carré qui est égal à la variance, qui est égale donc à la somme des carrés des écarts divisé par n, retenons à ce stade que c'est uniquement applicable si vous étudiez une population entière. Pour revenir à la variance, et donc l'écart type, ces deux notions vont nous permettre d'expliquer quelle est la dispersion des données autour de la moyenne. Reprenons l'exemple du déplacement en voiture des voitures A, B et C. Nous retenons que nous avions une moyenne de 100 km par heure pour les 3 voitures, mais avec un écart type, ici affiché, qui était totalement différent. Nous voyons que l'écart type le plus faible revient à la voiture B. Ces résultats montrent que la voiture B présente la plus petite variabilité de vitesse autour de la moyenne, donc le plus petit écart type
Donc, c'est cette voiture qui a adopté une conduite, disons, prudente en termes de variabilité de sa vitesse. Si nous divisons l'écart type par la moyenne, nous obtenons une notion importante qui est le coefficient de variation, qui est une mesure importante de la dispersion des mesures. Donc, en calculant 16 divisé par 100, nous avons donc un coefficient de variation égal à 16%, qui est donc bien le plus petit coefficient de variation, donc la vitesse qui va présenter le moins de variabilité durant les 10 heures de déplacement du véhicule. Tout à l'heure, nous avons parlé de l'écart type d'une population. En réalité, nous devons calculer l'écart type d'un échantillon. Pourquoi ? Car dans nos expérimentations, nous n'avons jamais accès, tout au moins en médecine, à la population entière. Donc nous devons nous contenter d'un échantillon de données pour étudier une population. Et donc, dans ce cas, l'estimation S carré variance, qui est basée sur un échantillon, de la variance réelle d'une population va donc utiliser n-1 et surtout pas n au dénominateur. Ce qui veut dire que vous devez utiliser la formule suivante, que S carré d'une population, donc la variance d'une population, est égale à la somme des carrés des écarts divisé par n-1. Alors pourquoi n-1 ? En fait, lorsque vous rassemblez des données provenant d'un échantillon, vous essayez de connaître la variabilité au sein d'une population. Population qui, en sciences médicales, ne sera jamais connue. Un peu comme si vous vouliez étudier la population entière belge, donc des 11 millions d'individus, ou de la population entière de la France, 65 millions d'individus, vous savez qu'il n'est pas possible d'étudier cette population entière. Et donc, pour étudier un paramètre dans une population, vous savez que vous serez limité à la prise d'un échantillon. C'est avec cet échantillon que vous analyserez la variabilité au sein de cette population et qui nécessitera donc un dénominateur égal à n-1 et non pas n. Dans les dernières notions importantes, c'est l'écart type de la moyenne. L'écart type de la moyenne qu'on appelle aussi erreur standard ou error standard of mean en anglais. Ce paramètre va nous permettre de calculer l'intervalle de confiance de nos moyennes. La racine carrée de la variance permet de calculer l'écart type des données autour de leur moyenne. Mais bien sûr, la synthèse ultime de vos données consiste à montrer à vos lecteurs l'écart type de la moyenne elle-même. Cet écart type va recevoir un nom spécial qui devient erreur standard de la moyenne, donc on peut aussi appeler en anglais standard error of mean. Alors cette erreur standard, comment se calcule-t-elle ? En réalité, l'erreur standard, c'est la racine carrée de la variance divisée par le nombre d'individus dans votre échantillon. Sachant que sigma carré, donc la variance, est égale à la somme des carrés des écarts divisé par n-1, que nous allons diviser par n pour trouver l'erreur standard. Donc, si le nombre d'individus augmente, l'erreur standard diminue et l'intervalle de confiance va être plus étroit. Et par contre, si la variance augmente, alors l'erreur standard augmente. Bien sûr, la variance sera inhérente à la variabilité des données que vous observerez. Ici, pour rappel, les différentes appellations similaires donc à cette erreur standard. Alors, comprendre la différence entre l'écart type, donc issu de la variance, et l'erreur type est fondamental. L'écart type va s'appliquer à des données. L'erreur standard s'applique à la statistique de la moyenne. En fait, chaque fois que vous étudiez un échantillon dans une population, la moyenne va servir à estimer la moyenne de la population. Bien sûr, si vous prenez plusieurs échantillons, les moyennes que vous allez obtenir ne sont pas identiques. Il y a donc une variabilité au sein des échantillons que vous allez étudier qui proviennent d'une même population. Et donc, étant donné que vous aurez une variabilité, et cette variabilité des résultats entre les échantillons est donnée par l'erreur standard. Donc l'erreur standard est en réalité une sorte d'écart type des différents échantillons que vous observez dans une population. L'erreur standard of mean, donc l'erreur standard, l'erreur type, permet de donner l'exactitude de la moyenne de l'échantillon. Et bien sûr, d'un échantillon à l'autre, l'erreur standard of mean sera différente à cause des fameuses fluctuations d'échantillonnage.
Nous avons ici placé plusieurs exercices vous permettant de calculer la variance de la population, l'écart type estimé de la population, l'erreur standard dans cette petit exemple. Dans l'exercice numéro 2, donc avec à chaque fois 5 valeurs, colonne 1, colonne 2, colonne 3, vous pouvez aisément calculer donc l'erreur standard, l'écart type et l'intervalle de confiance que nous allons voir tout à l'heure, avec une valeur du t de student pour n-1, donc pour n égale 5, qui est égale à 2,776, nous y reviendrons tout à l'heure. Les intervalles de confiance, certainement la notion la plus fondamentale en statistique. Donc nous savons que l'erreur standard donne une information sur la variabilité des résultats entre les échantillons étudiés. L'erreur standard est d'une importance capitale car elle va nous permettre de calculer l'intervalle de confiance. L'intervalle de confiance, et cette définition est très importante, va représenter la zone dans laquelle se trouve très probablement, et avec une probabilité qu'on choisit, la véritable valeur du paramètre que l'on étudie dans la population, et bien sûr que l'on obtient au départ de l'analyse de votre échantillon. En d'autres termes, l'intervalle de confiance va vous permettre, sur base de l'étude d'un échantillon, de déterminer avec un degré de certitude défini qui est en général de 95% de chances de ne pas se tromper, quelles sont les valeurs d'une population que vous ne connaissez pas et que vous essayez d'estimer au départ de votre échantillon. Pour faire simple, l'intervalle de confiance va permettre d'estimer la véritable valeur du paramètre issu d'une population que l'on étudie sur base d'un échantillon. Je vous ai pris ici un exemple imaginaire pour bien vous faire comprendre comment calculer un intervalle de confiance sur base d'échantillons provenant d'une population. Cet exemple imaginaire est celui de la population mondiale des algo-ataraxiques, qui serait, dans ce cas imaginaire, égale à 30 personnes. Si nous mesurons la taille de la population, eh bien, nous prenons l'ensemble des valeurs, des 30 valeurs, et nous obtenons une moyenne d'une population, ici en l'occurrence que nous connaissons dans cet exemple imaginaire, d'une moyenne de 161,73 cm. Si nous isolons un échantillon provenant des 15 premières données, nous obtenons une moyenne de 162,80 cm, qui, comme vous l'avez vu, n'est pas égale à la moyenne réelle de la population, dans cet exemple imaginaire. Si nous prenons le deuxième échantillon qui représente les 15 dernières données de la population, la moyenne obtenue est égale à 160,67 cm, qui, elle, non plus, n'est pas égale à la véritable moyenne de la population des 30 personnes. Alors, comment va-t-on faire pour calculer un intervalle de confiance? C'est assez simple. Il suffit donc, pour calculer cet intervalle de confiance, de la moyenne avec un risque alpha, donc qui sera ici égal à 5%. Cet intervalle de confiance sera égal à la valeur moyenne de votre échantillon, plus ou moins la valeur du t de student à n-1 degré de liberté, que je vous expliquerai dans quelques instants, multiplié par l'erreur standard donc qui est s, la racine carrée de s carré divisé par n, en vous rappelant que s carré est bien égal à la somme des carrés des écarts divisé par n-1. Alors, la table de Student. Cette table de Student, qui existe depuis plus d'un siècle, va vous permettre de déterminer l'intervalle de confiance de la moyenne d'une loi normale, c'est-à-dire d'une loi dont les données se distribuent de façon gaussienne et dont la variance sigma de la population est inconnue. Cette table montre la répartition des données autour de la moyenne lorsqu'une distribution est définie comme normale. Elle définit que pour un nombre infini d'échantillons, 95% des données d'une population se situent entre moins 1,96 à plus 1,96 fois l'erreur standard autour de la moyenne. En règle générale, on arrondit ce 1,96 à 2, ce qui donc revient à dire que 95% des données d'une population se situent entre moins 2 à plus 2 erreurs standards autour de la moyenne. Le tableau de Student
vous l'étudierez, donc ici en jaune, donc à 95% de chances de ne pas se tromper, va prendre en compte à la partie gauche de ce tableau donc le nombre de données. Et nous voyons que pour tout en bas à gauche, donc à l'infini, la valeur de ce tableau de T de student est égale à 1,96, qui est le 1,96 que je viens de vous parler, que l'on arrondit à 2, à plus 2, moins 2, donc écart type autour de la moyenne, pour faciliter sa compréhension. Donc selon la loi de Gauss, on va dire que 95% d'une population est dans l'intervalle de la moyenne plus ou moins 2 écarts types. 99,7% de population sera dans l'intervalle de la moyenne plus ou moins 3 écarts types et le 68% n'est pas utilisé en statistique, du moins à notre niveau. La courbe de Gauss va donc indiquer que des données dites paramétriques, donc normales, se distribuent de façon plus ou moins semblable. Donc, en calculant la valeur de l'écart type de la moyenne de votre échantillon, qui est égale à l'erreur standard, celle-ci est une approche de l'écart type de la population cible. Et donc, à ce moment, vous comprendrez l'importance du tableau de student. En résumé, l'erreur standard est l'estimation de l'écart type de la population cible, qui était calculée sur base d'un écart type spécial d'un échantillon représentatif de la population cible. Et cet écart type spécial est celui que vous voyez au-dessus, qui est égal à la racine carrée de la variance de la population. Donc ici un tableau vous montrant la différence entre la distribution non paramétrique et paramétrique, donc des données autour soit de la médiane, soit autour de la moyenne. Donc comment faire pour calculer l'intervalle de confiance de la moyenne? Eh bien dans la deuxième colonne, 162,80, nous voyons que nous avons n égale 15. L'écart type estimé, donc avec les données, me donne 19,44, avec une erreur standard of mean calculée à 5,02. La valeur du T de student à n-1 degré de liberté est égale à 2,145. Et d'après la formule que je vous ai présentée il y a quelques instants, vous trouverez donc un intervalle de confiance égal à 10,77. Ce qui veut dire qu'avec un échantillon égal de 15 personnes, la moyenne calculée est égale à 162,80 cm, avec un intervalle de confiance me permettant d'affirmer avec 95% de chance de ne pas me tromper que la vraie valeur de la population, qui est donc égale à 161,73 cm, dans l'exemple imaginaire, eh bien 162,80 plus 10,77 et 162,80 moins 10,77, eh bien j'ai 95% de chance à ce que la vraie valeur de la moyenne de la population se trouve dans cette fourchette. La même chose pour la troisième colonne avec 160,67, en refaisant le même calcul. Vous obtiendrez un intervalle de confiance de part et d'autre de la moyenne. Pour la quatrième colonne, à 161,50, où là, il n'y a que 8 personnes, qui va donc, malgré tout, me permettre d'obtenir un intervalle de confiance dans lequel j'ai 95% de chance de trouver la vraie valeur de la moyenne de la population, mais étant donné que le nombre n est plus petit, vous observerez que l'intervalle de confiance va être égal à 14,3, donc près de 40% de plus que l'intervalle de confiance calculé avec un échantillon de 15 personnes, ce qui est tout à fait normal, car d'après la définition de l'erreur standard of mean pour le calcul de l'intervalle de confiance, mais plus n est petit, mais plus l'intervalle de confiance va être grand. Et si je prends enfin la cinquième colonne où j'ai un échantillon égal à 2 personnes, eh bien effectivement, j'ai bien 185 cm de moyenne plus ou moins 63,53 cm qui est un intervalle de confiance gigantesque, mais dans lequel j'ai 95% de chance effectivement de trouver la vraie valeur de 161,73 cm, première colonne, qui était la vraie valeur de la population étudiée. Ici, graphiquement, ce que nous avons étudié avec les intervalles de confiance. Ici, un dernier exemple, l'effet de l'importance de n sur la distribution des données, qui est une autre façon de
présenter les choses, mais de présenter les données, si n augmente, eh bien on voit que le graphique devient plus étroit et donc plus n augmente, plus cet intervalle de confiance diminue et donc augmente l'exactitude de l'approche de la vraie valeur moyenne de la population sur base d'un échantillon. Donc la table de Gauss ne peut s'utiliser que si vos données sont distribuées de façon normale, c'est-à-dire paramétrique. Donc les données obtenues seront exprimées en moyenne, écart type, erreur standard, intervalle de confiance, qui tout doucement doivent vous sembler de plus en plus familiers. Les tests statistiques utilisés seront alors désignés comme étant des tests paramétriques. Par contre, si vos données ne sont pas paramétriques, les données seront exprimées par la médiane, qui est le quartile 2 qu'on appelle encore la P50, percentile 50, le percentile 25, qu'on appelle aussi low quartile ou quartile 1, le percentile 75, upper quartile ou quartile 3, et enfin le minimum, le maximum. À droite, vous avez ces données, donc avec le maximum, upper quartile, donc qui est le P75, le médian, la valeur médiane qui est le P50, le lower quartile qui est le percentile 25 et le minimum. À retenir que la différence entre le upper quartile et le lower quartile, c'est-à-dire le P75 et la P25, vous donne ce qu'on appelle l'interquartile range. Et dans cet interquartile range, vous avez 50% des données qui sont situées. Alors, comment savoir si mes données sont distribuées de façon normale ou pas? Il suffit simplement d'utiliser un test de normalité. Alors, les deux tests de normalité, il y en a plusieurs, mais les tests de normalité les plus importants sont ceux de Kolmogorov-Smirnov et le Shapiro-Wilk, quelquefois appelé SW. Ce sont des tests non paramétriques. Alors, donc, dans un test statistique, avant de commencer l'analyse des données, vous devez faire un test de normalité et donc vous aurez, si le programme est en anglais, fail or yes, qui va vous donner l'information si le test est normal ou pas, et de savoir si vous devez appliquer des tests paramétriques ou non. Dernière notion, la p-value, la valeur de probabilité. La valeur P indique la probabilité que le résultat d'une étude puisse être attribué au seul fait du hasard. En médecine, la plupart du temps, on utilise une P inférieure ou égale à 5%. Comme limite de signification statistique. Donc, si la p-valeur est inférieure ou égale à 0,05, la probabilité que le résultat soit dû au hasard est inférieure ou égale à 5%, ce qu'on désigne comme un résultat statistiquement significatif. Ce qui veut dire qu'il y a dans ce cas 5% de chance de se tromper. Mais ce risque est relativement limité. Bien évidemment, dans certaines situations, prenons l'exemple de l'étude de médicaments, on ne peut pas se permettre d'avoir 5% de se tromper sur l'efficacité d'un médicament. Les biologistes, les pharmaciens vont utiliser des p-valeurs inférieures à des 0,00001 afin d'éviter tout risque dans ce cadre strict. Donc ici, voilà, donc on a différentes significations. Donc lorsque la p-value est inférieure à 0,05 mais supérieure à 0,01, nous dirons que la différence est significative. C'est donc le seuil utilisé en médecine. Si la valeur est inférieure à 0,01 mais supérieure à 0,001, nous dirons que la différence est très significative. Et lorsque la p-value est inférieure à 0,001, nous dirons que la différence est extrêmement significative. Attention, un cas particulier. Si vous comparez des données théoriques à des données que vous mesurez et que vous obtenez une p-value supérieure à 0,05, dans ce cas, vous conclurez que la différence observée entre les données n'est pas significative et donc que les données théoriques sont effectivement fort semblables aux données mesurées. Mais dans ce cas, puisque vous comparez des données théoriques à des données mesurées, plus la p-value sera élevée, plus vous serez satisfait de vos résultats. Pourquoi? Parce que cela veut dire
que la différence entre la valeur que vous avez calculée théoriquement et la valeur que vous avez observée dans une expérimentation fait que cette différence n'étant pas statistiquement significative, eh bien, que les données théoriques calculées sont correctes par rapport aux données mesurées. Donc la signification de la p-value va être différente selon la situation scientifique que vous observez. Alors, quels sont les tests statistiques les plus utilisés en médecine? Alors, le premier, c'est la comparaison de deux moyennes indépendantes. Je vais prendre deux exemples pour vous faire comprendre comment peut-on comparer deux moyennes indépendantes. Cet exemple est celui de groupes de 8 personnes différentes qui doivent effectuer un tour de circuit en voiture sous deux conditions. L'une sous l'influence d'alcool et l'autre sans influence d'alcool. Quelle est la variable observée ou variable analysée? C'est le calcul du temps écoulé pour réaliser un tour de circuit. Dans ce cas, les deux groupes sont indépendants. Comment les analyser? Eh bien, nous voyons que le groupe 1 effectue, donc celui qui est sous influence alcoolique, effectue le parcours avec un temps moyen de 174 secondes et un écart type de plus ou moins 12,6. Tandis que le groupe 2, donc, qui est soumis à un régime O, effectue le parcours en un temps moyen de 156 secondes avec la même variabilité. Pour comparer ces deux moyennes indépendantes, si la distribution est normale, nous devons utiliser le test T de Student. Et si la distribution n'est pas normale, et qui sera donnée par le programme statistique, vous devrez utiliser un test de Mann-Whitney. Voici graphiquement les résultats obtenus entre le groupe 1 sous influence d'alcool et le groupe 2 sous l'influence donc non alcoolique. Étant donné que les données sont paramétriques, et donc qui ont été données par le test de normalité, ici en l'occurrence un test de Shapiro-Wilk, nous pouvons utiliser un test T de Student pour comparer les deux séries de données indépendantes. Dans les résultats, nous voyons donc groupe, colonne 1, colonne 2. Nous voyons que la moyenne est bien de 174 secondes pour le premier groupe, de 156 secondes pour le deuxième groupe, et une déviation standard ainsi qu'une standard error of mean à peu près similaire. Mais nous n'avons pas voulu pousser l'exemple dans la variabilité aussi qu'aurait pu donc, provoquer la prise d'alcool, ce qui montre que les deux erreurs standards sont assez semblables. Alors, comment doit-on interpréter ces résultats? Eh bien, nous voyons que la différence dans la valeur moyenne des deux groupes donc, est plus grande que celle qui était attendue par chance et qu'il y a donc une différence statistiquement significative avec une p-value égale à 0,01, donc inférieure au seuil statistique de 5%. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est excessivement simple. Cela veut dire que le groupe O a parcouru le circuit plus rapidement que le groupe alcool, et ce de façon statistiquement significative, avec une différence moyenne de 13,8 secondes en faveur du groupe O. Comment faire pour calculer deux moyennes dépendantes? Si la distribution est normale, on utilise un test T-Perret, si pas, on utilise un test de Wilcolson, donc distribution normale ou non, qui sera donnée par le test, donc soit Shapiro-Wilk ou le Kolmogorov-Smirnov, donc issu de votre programme informatique. Donc dans cette expérimentation numéro 2, un groupe de 8 personnes va effectuer un tour de circuit en voiture sous deux conditions. La première condition est sous un régime O et la deuxième condition sous un régime alcool. Le washout, c'est-à-dire le temps espacé entre les deux situations, est de 24 heures. Voici les résultats. Donc, la situation O avec 155 secondes pour parcourir le circuit. Et le même groupe, donc 24 heures plus tard, réalise, donc avec une moyenne de 174 secondes, le tour du circuit lorsqu'il est sous l'influence d'alcool. Graphiquement, cela donne ceci. Donc, une différence donc, nette en faveur du groupe O pour la diminution du temps de parcours du circuit. Le résultat, étant donné qu'il s'agit de groupes dépendants, nous devons utiliser le Perret t-test, donc, car ce sont des données paramétriques,
Sinon, je vous le rappelle, nous aurions dû utiliser un test de Wilk-Olson. Le test Shapiro-Wilk ici donne la normalité du test qui nous donne comme information qu'il s'agit bien de données paramétriques. Quels sont les résultats? Eh bien, nous voyons qu'il y a une différence de moins 18,87 secondes donc en faveur du groupe O en termes de moyenne et que la différence observée est statistiquement significative avec une p-valeur inférieure à 0,001. Ce qui veut dire que dans le cas de cette expérimentation où un groupe soumis donc, à un régime O, puis réalisant la même expérimentation 24 heures plus tard, mais sous influence d'alcool, voit que son temps moyen augmenté de 10,8 secondes lorsqu'il est sous influence d'alcool que lorsqu'il est sous influence O, et que cette différence est statistiquement significative. Nous pourrons dire, et c'est une nouvelle notion, que le size effect affiche une différence moyenne de 18,8 secondes en faveur du groupe O. Enfin, nous pouvons nous poser la question de savoir comment comparer plus de deux moyennes indépendantes. Eh bien, pour comparer plus de deux moyennes indépendantes, on peut utiliser ce qu'on appelle l'ANOVA, donc l'analyse of variance, si les données sont distribuées de façon normale, ou le test de Kruskal et Wallis, si les données ne sont pas distribuées de façon normale. Prenons l'expérimentation numéro 3 pour des groupes indépendants. Donc nous avons trois groupes différents qui vont effectuer un tour de circuit en voiture sous trois conditions: alcool, pas alcool et cannabis. La variable observée, c'est le calcul du temps écoulé pour réaliser un tour de circuit également. Voici les résultats graphiquement, où nous voyons que le groupe alcool et le groupe cannabis a un temps de parcours supérieur à la situation du groupe O. Graphiquement, cela donne ceci. Si nous réalisons le test de l'ANOVA, le One-Way Analysis of Variance, car il s'agit de données paramétriques, nous voyons la différence de moyenne entre le groupe 1, le groupe 2 et le groupe 3. Et nous voyons que le test nous donne une différence statistiquement significative entre les trois groupes. Le problème est que nous ne savons pas entre quel groupe la différence est statistiquement significative. Et lorsque nous analysons plus de deux groupes, nous devons toujours compléter notre analyse par ce qu'on appelle un test post-hoc afin de déterminer entre quel groupe il y a une différence statistiquement significative. Donc, lorsque votre programme vous propose de réaliser un test post-hoc, c'est qu'il a découvert qu'il y avait une différence statistiquement significative entre les trois groupes. Graphiquement, cela donne ceci. Donc, nous prenons comme test post-hoc qui nous a été proposé par le programme statistique la méthode Holm-Sidak qui va nous démontrer donc, entre quels groupes la différence est statistiquement significative. Et en l'occurrence, nous voyons qu'entre le groupe alcool et le groupe O, il y a une différence statistiquement significative, et entre le groupe O et le groupe cannabis également, mais qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative entre le groupe alcool et le groupe cannabis. Test post-hoc. Pour identifier les échantillons correspondants, on utilise différents tests post-hoc. Ces tests obligent en général à augmenter les risques de l'analyse en termes de risques statistiques. Quels sont ces tests post-hoc qui sont proposés par les programmes informatiques? Eh bien, il y a les plus connus qui sont le Dunnett, le Newman-Kurls, le Bonferroni, le Tukey, le Duncan, le Holm-Sidak et le LSD. Pour comparer plus de deux moyennes dépendantes, nous devons utiliser une ANOVA, mais qui, attention, j'attire votre attention, qui est une ANOVA spécifique, qui est celle pour les mesures répétées, si les données sont distribuées de façon normale, et le test de Friedman, si les données ne sont pas paramétriques, donc ne sont pas distribuées de façon normale. Dans l'expérimentation numéro 4, nous aurions donc dans ce cas des groupes dépendants pairés. Nous prenons donc un groupe de 8 personnes qui va être testé dans 3 conditions différentes. Ici, en l'occurrence, effectuer un tour de circuit en voiture, sous condition alcool, pas alcool et cannabis. La variable analysée, c'est le calcul du temps écoulé pour réaliser un tour de circuit.
Le washout est identique que dans les expérimentations précédentes, soit 24 heures entre chaque phase. Voici ici des groupes, donc pour des groupes dépendants, la situation donc, numérique des résultats. Donc avec résultat de 174 secondes pour le groupe alcool, de 178 secondes pour le groupe cannabis et de 147 secondes pour le groupe eau. Graphiquement, cela nous donne ces résultats. L'ANOVA, donc le One Way Repeated Measure Analysis of Variance, qui est un test paramétrique, va nous donner donc les résultats que nous voyons ici, avec une différence statistiquement significative, dont la p-value est inférieure à 0,001, donc une différence extrêmement significative. Le test post-hoc, ici le Holm-Sidak méthode qui m'a été proposé par le programme informatique, montre qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative entre la colonne 1 et la colonne 3, mais qu'il y a bien une différence statistiquement significative entre le groupe 1 et 2 et entre le groupe 2 et 3. Donc pour résumer, dans les tests paramétriques, les valeurs obtenues seront bien la moyenne d'écart type, le standard error of mean, la p-value et l'intervalle de confiance. Pour les tests non paramétriques, la médiane, le quartile 1 et 3, la p-value, le minimum, le maximum et l'IQR, l'intervalle quartile range. Donc, dans ce tableau résumé des tests statistiques utilisés en médecine et en kinésithérapie, nous voyons que les tests comme T de Student, Mann-Whitney, qui sont des tests paramétriques et non paramétriques pour du groupe indépendant, ou les tests ANOVA et Kruskal-Wallis, lorsqu'on a plus de deux groupes, que ce soit en paramétrique ou en non paramétrique, représentent les tests qui vont être la plupart du temps utilisés dans les études contrôlées, randomisées. Par contre, pour des autres tests, donc les autres tests qu'on pourrait appeler tests en miroir, donc test de Student, test de Wilcoxon, les ANOVA pour mesures répétées et le test de Friedman, ce sont les tests statistiques que nous retrouverons dans la plupart des études établies en crossover. Pour finir, je vous rappelle que pour tout ce qui est paramétrique, même si c'est une redite, les résultats obtenus seront exprimés en moyenne, écart type, erreur standard of mean, intervalle de confiance. Pour les données non paramétriques, ce seront médiane, interquartile range, P25, P75, le minimum et le maximum. Pour finir, quelques références que nous avons utilisées pour présenter ce cours. Merci de votre attention. Bon travail.